Découvrez PUA, Paris Underwater Adventure, le seul club 100% apnée, 100% pro à Paris intramuros. Inscrivez-vous directement sur l'application PUA, P-U-W-A-P-P. Avec le code Freediving Family, votre première séance en piscine est offerte. Encore mieux, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre premier achat, une initiation en fosse, une séance de coaching ou encore une adhésion au club. Alors n'attendez pas et allez découvrir PUA, Paris Underwater Adventure. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Salut la Freediving Family, c'est Julien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 30e épisode. Pour cet épisode, nous allons discuter de l'impact du cycle féminin sur la performance en apnée. C'est une question que je me pose souvent en tant que coach. Je reçois souvent des femmes et je ne sais pas comment gérer cette question. L'impact du cycle féminin sur la performance en apnée, c'est un épisode avec Julie Dubar, une instructrice de DAAB, qui a réalisé une présentation sur le sujet à DAAB Freediver en collaboration avec Donata, la championne lituanienne d'apnée et qui est aussi instructrice à DAAB. Dans cet épisode, vous aurez le témoignage de plusieurs femmes qui discutent de l'impact de leur cycle sur leur performance en apnée. Vous allez avoir des coachs professionnels, bien entendu, vous allez avoir des instructeurs et des athlètes. Donc ça sera à la fin de cette interview, retrouver les témoignages d'une dizaine de femmes sur le sujet. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family sur Spotify, Apple Podcast ou encore Instagram. Allez, c'est parti avec Julie Dubar sur l'impact du cycle féminin sur la performance en apnée. Salut Julie. Salut Julien. Eh ben, bienvenue à la maison, je suis hyper content de te recevoir. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui ne me concerne pas en tant qu'homme, parce qu'on va parler des menstruations et de la performance en apnée pour les femmes. Oui. Et je voulais te remercier, parce que tu as fait une étude récemment avec ton amie Donata Kidikete. Et j'ai vu un post sur les réseaux sociaux et je me suis dit, waouh, c'est trop intéressant et je n'y connais rien finalement aux menstruations et tu as beaucoup de choses à m'apprendre et à nous apprendre. Oui, j'espère. Tu restes un peu concerné étant donné que tu es instructeur et que tu as des femmes à coacher et à qui enseigner. Mais oui, en gros, là, le principe, c'était... on a lancé une petite étude auprès des femmes de DAAB, des freedivers de DAAB, pour savoir si elles prenaient en compte leur cycle pour leur entraînement. Donc le principe, c'est juste de dire que femmes et hommes, physiologiquement, on est très différents. Votre cycle fonctionne de façon circadienne, donc c'est-à-dire que tous les jours, vous allez avoir des fluctuations d'hormones sur 24 heures. Ah ouais, on a des hormones aussi, voilà. Sur 24 hormones, bien heureusement. Mais sur 24 heures, alors. Testostérone et autres. Mais vous, c'est sur 24 heures vos fluctuations. Ouais. Donc vous avez les mêmes patterns sur 24 heures. Alors que nous, on va fonctionner de façon mensuelle. J'avais compris 28 à 31 jours, c'est ça ? Entre 24 et 32 même. Okay. Ça dépend vraiment des gens, de l'âge, de si on prend une contraception hormonale ou non. Ok. Et on le rappelle pour les auditeurs, donc je suis avec Julie Dubar, qui est instructrice d'apnée
Adahab. Et d'ailleurs, nous sommes Adahab. Et Donata est aussi instructrice d'apnée. Vous travaillez toutes les deux à Dahab Freediver, qui est une super école. Et toi, Julie, tu travailles aussi à Snorkel Out Freediving School. C'est ça, qui est notre école. Et en fait, au moment de notre instructorat, chacune de notre côté, on avait trouvé ce sujet très intéressant et on l'avait creusé. Et on a fait une présentation il y a peu à Dahab Freediver à ce sujet, histoire de d'ouvrir un petit peu les consciences sur ce sujet-là et essayer de partager un petit peu nos expériences en tant que femme, en tant que coach, en tant qu'entraîneuse et autres. Et d'ailleurs, comment on parlait du cycle, un homme c'est sur une journée, les femmes c'est entre 24 et 32 jours. Comment se construit ce cycle? Alors, pour les femmes, on va commencer notre cycle avec une phase folliculaire. Donc techniquement, c'est le moment où tu vas avoir tes œstrogènes qui augmentent progressivement pour amener à maturité un ovule. Donc c'est pour ça le follicule, ovule, phase folliculaire. Pour amener à maturité ton ovule, donc tu arrives au milieu de ton cycle avec ton ovulation. Ensuite, tu vas avoir tes œstrogènes qui drop. Et les oestrogènes, c'est là où vous êtes plus en forme? Ou quand ils drop les oestrogènes, c'est là où on est le moins en forme? Les oestrogènes nous donnent beaucoup de force. Ouais. Et à la seconde partie du cycle, la progestérone va tirer un peu plus sur la corde. Et les oestrogènes, la phase où vous créez des follicules, ça dure combien de temps? Ça va durer 2 semaines. En fait, tu vas avoir vraiment, si on prend quelque chose d'idéal et d'assez... on va dire d'assez idéal, tu vas avoir 2 semaines de phase folliculaire, 2 semaines de phase lutéale. Entre le 12 et le 14e jour, tu vas avoir l'ovulation et sur la dernière semaine, tu seras en prémenstruel et sur les quelques derniers jours, tu seras sur les menstruations. Ok. Donc menstruation, là où les règles, là où on saigne, parce que les follicules se détruisent, c'est ça? Parce qu'en fait, après ton ovulation, tu vas créer un petit nid à l'intérieur avec ton endomètre qui va s'épaissir. Et en fait, s'il n'y a pas de fécondation, si tu ne tombes pas enceinte, ton endomètre va se dégrader et va être évacué sous forme de saignement. Donc tu n'as pas que du sang qui sort, tu as tout cet endomètre. Ok, le sang et l'endomètre. C'est ça. Ok. Et souvent, j'ai des amis des fois qui me disent moi je perds pas beaucoup de sang, j'en ai d'autres, ça me parle de règles abondantes. C'est en quantité de sang, c'est très variable? C'est très variable. Tu vas avoir des femmes qui vont saigner pendant 2 jours et très peu. Tu vas avoir des femmes qui vont saigner très abondamment pendant une semaine. On n'est vraiment pas du tout égal là-dessus. Ouais, c'est très différent d'une personne à l'autre. D'une personne à l'autre, ok. Et je suppose que ce cycle amène beaucoup d'hormones et qu'elles ont un impact sur elles ont des rôles différents, elles ont un impact sur tes humeurs, sur ta performance. Quelle hormone rentre en compte du coup pendant le cycle? En fait, tu vas avoir principalement chez les femmes œstrogène et progestérone. C'est vraiment les 2 hormones qui vont s'équilibrer et qui vont te permettre d'avoir un équilibre à peu près global sur ton mois. On va avoir un peu de testostérone, principalement un petit pic au moment de l'ovulation, mais c'est très peu chez les femmes. Et donc en fait, les deux vont se répondre un peu et vont se contrebalancer. Les œstrogènes, elles vont activer ton système parasympathique, donc celui de repos et digestion. Elles vont t'apporter un heart rate. C'est la bradycardie, c'est quoi? Non. Parce que, attends, Julie travaille tous les jours en anglais, et ça fait longtemps qu'elle n'est pas rentrée en France, donc les termes techniques sont en anglais. Rythme cardiaque. C'est une bradycardie, c'est ça? Non, juste un rythme cardiaque. Un rythme cardiaque stable, ok. Ouais. Un rythme respiratoire stable, une température corporelle qui sera stable, ça va t'apporter une meilleure résistance à la douleur, et ça va avoir un effet anabolique, donc va te permettre de construire du muscle et d'avoir une meilleure récupération. Ok, meilleure récupération, meilleure construction musculaire, un rythme cardiaque qui est plus stable, une température corporelle plus stable, un système sympathique qui est beaucoup plus actif et un rythme cardiaque plus stable. Et t'as l'autre et t'as le pendant des œstrogènes qui sera la progestérone, où là t'actives le système sympathique, ce qui est
Celui qui vient réveiller. Pas toi. Ouais. Si on Celui traduit qui de vient l'anglais. augmenter le rythme cardiaque. Ouais, qui augmente ton rythme cardiaque, ton rythme respiratoire, ta température corporelle, ton niveau de stress avec la production de cortisol, ton niveau de sérotonine qui est très bas, donc qui va te faire avoir un sommeil un peu plus dégradé. Ah, donc pendant la phase les 2 semaines de progestérone, normalement, on dort moins bien. Exactement. Ok. Exactement. En fait, et donc après, tu vas avoir un peu de testostérone un petit peu, qui va stimuler ta production de globules rouges. Ah ouais, Au niveau pendant de- l'ovulation. Pendant l'ovulation. Ok. Donc en fait, l'hormone qu'on apprécie plus pour nous autres apnéistes, ça serait L'œstrogène. l'ostrogène. Oui, mais en même temps, tu as besoin des deux pour avoir une balance. Si tu avais trop d'ostrogène, ce serait pas bon. Si tu avais trop de progestérone, ce serait pas bon. Donc ça te permet d'avoir cet équilibre sur le mois. Ok. Et question bête d'un homme, nous aussi on a de l'ostrogène, les hommes? Pas du tout. C'est une très bonne question. Vous avez de la testostérone. Ah ça c'est sûr. Ok, ouais, bah attends, j'ai posé la question à ChatGPT et apparemment nous les hommes nous produisons aussi de l'ostrogène, bien sûr bien en quantité bien moins faible, plus faible que les femmes. Cette hormone pour les hommes joue un rôle important dans la régulation de la libido, la santé des os, la fonction cérébrale et même la production de sperme. Mais bien entendu beaucoup moins d'hormones oestrogènes que chez les femmes. Ok. Et d'ailleurs ce sont les ovaires qui créent l'ostrogène, c'est ça, l'hormone chez les femmes. Ok. Ouais. Donc au final, pour conclure, on préfère peut-être la phase d'hormones oestrogènes pour faire une performance en apnée, malgré un équilibre avec la C'est ça. Ça va progestérone. dépendre de ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est qu'on va diviser notre cycle en à peu près 3 phases, si on veut être un peu. Voilà. Nous, on a décidé de le diviser en 3 phases. La première phase donc, sera la phase menstruelle, où là, tu as toutes les hormones qui descendent. Et je cherche un mot français pour ça. Qui est faible, qui diminue. Qui diminue. Ouais. Merci. Tu as toutes les hormones qui diminuent et c'est ça qui va entraîner ensuite tes règles. À ce moment-là, on va avoir une baisse du taux de fer. C'est aussi ça qui fait qu'on sera plus à même d'avoir des pertes de contrôle moteur et on sera plus sujet au blackout, par exemple. Parce que qui dit moins de fer, dit moins de transport d'oxygène. Moins d'hémoglobine. Exactement. Donc ça peut être problématique. À ce moment-là, on va avoir... Ok. Donc en fait, si on a une athlète par exemple, ou une élève qui est plus sensible aux pertes de contrôle moteur ou au blackout, est-ce que ça peut être aussi à cause de cette diminution des hormones? Cette diminution des hormones qui entraîne une baisse de ton taux de fer va pouvoir être problématique. Donc à la limite, il faudrait faire une petite étude sur les femmes qui font des blackouts et des pertes de contrôle moteur et vérifier quelle phase du cycle elles sont. Okay. Certaines étant plus à même, et puis ça dépend aussi de ton alimentation, si elle est riche en fer ou non. Okay. Mais ce moment-là va être un peu plus critique. Donc un conseil que je pourrais donner à mes élèves femmes, c'est manger du fer pendant... c'est comment tu l'appelles cette phase? La phase menstruelle. La phase menstruelle. Ouais. Donc la phase où tu perds ton sang, c'est ça? Ouais. Ok. La Pour phase contrebalancer. règles, pour essayer de contrebalancer un petit peu. Mais en gros, après, on a demandé aux femmes durant notre étude si elles continuent à plonger pendant leurs règles. Il y a quand même 95% qui continuent à plonger pendant ces règles. On a toujours appris à faire avec. Et donc, on fait avec. Et il y a des moments, quand il y a une compétition à ce moment-là, tu peux pas sauter une compétition juste parce que tu as tes règles. Si tu as des élèves à ce moment-là que tu dois enseigner, tu essaies d'adapter un petit peu ton programme, mais il y a un moment où il faut bien y aller, quoi. Mais on a quand même 60% des femmes qui avaient répondu à l'étude qui nous disaient qu'elles avaient de toute façon moins d'énergie. Ok. C'est vraiment un moment... Et pendant cette étude, t'avais interviewé combien de femmes? 40 femmes, avec différentes questions au sujet de tout leur ressenti pendant les menstruations, avant l'ovulation, après l'ovulation, la façon dont elles traquent ou non leur cycle par rapport à leur entraînement, si elles plongent ou non, si elles prennent une contraception ou non, etc. D'avoir un petit peu un panel de gens comme ça et de voir comment est-ce qu'elles fonctionnent. En discutant avec mes amis autour, je m'étais rendu compte que les femmes qui prenaient des pilules étaient beaucoup moins impactées par le cycle que les femmes qui n'en prennent pas. C'est une contraception chimique. Donc c'est des fausses règles qu'on va avoir, c'est des fausses hormones. En gros, tout est chimique.
Donc de toute façon, c'est un petit peu la seule façon. Par exemple, moi, je prends une contraception hormonale juste pour pouvoir avoir un cycle tous les mois identique et d'avoir un moins gros impact de mes règles en fin de mois. Ok. Donc ça aide. Pour réguler la machine et que ça soit plus simple à gérer. C'est ça. Mais après, ça reste des hormones de synthèse, donc ça reste mauvais pour le corps. Ok. Quoi qu'il arrive. Et si t'en prenais pas, ça ferait quoi? Tu sais pas trop sûr? Si personnellement j'en prenais pas, l'endométriose reprendrait le dessus. C'est la parce seule que tu as façon. l'endométriose. Ouais. Ah, donc ça, l'endométriose, c'est des fortes douleurs, c'est ça? Ça va être en fait des cellules sur certains de tes organes qui vont agir comme des cellules utérines. Donc en fait, ça peut être sur ta vessie, ça peut être sur tes intestins, ça peut être jusqu'à ton estomac. Ah ouais. Et en fait, ces cellules-là, pendant tes règles, elles vont agir comme une cellule utérine. Donc elles vont créer de la douleur et elles vont saigner. Donc en fait, tu vas avoir une douleur qui va irradier bien plus qu'une période de règles normale. Ok. Et ça concerne beaucoup de femmes? Alors écoute, durant l'étude, il devait y avoir que 1 ou 2% de femmes qui avaient l'endométriose, mais ça concerne logiquement en général à peu près 10% des femmes. Et après, il y a des niveaux plus ou moins graves d'endométriose. Tu as plus ou moins de cellules et de lésions d'endométriose. Et pour les femmes qui souffrent fortement d'endométriose, je crois même qu'il est possible de se faire opérer. Ouais, ça reste assez compliqué parce que tu peux pas savoir à l'avance où vont être les cellules d'endométriose. Enfin, voilà. Donc en fait, moi j'ai été opérée une fois, ils ont vu des lésions d'endométriose et ils les ont cautérisées. Okay. Mais en même temps, sinon c'est vraiment, faut te faire ouvrir en deux et aller fouiller quoi. Tu pars à la découverte. Oh là. Donc c'est assez compliqué. Pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai trouvée. Il y a des recherches, il y a de plus en plus d'études qui sont faites là-dessus. Et heureusement, parce qu'il y a quand même bien plus d'études qui sont faites pour le Viagra que pour l'endométriose. Donc voilà, on s'y met petit à petit les consciences. Le Viagra fait de l'argent. C'est ça. C'est pour ça, c'est une histoire de marché. C'est ça. Alors on en était où, Julie? On était sur les phases du cycle et les conseils d'entraînement. La phase menstruelle, on va évidemment... donc on a 60% des femmes qui ont répondu qu'elles étaient de toute façon plus fatiguées. Évidemment, tu perds du sang, une chute d'hormones. Donc à ce moment-là, on va essayer d'avoir une intensité un peu plus basse, une meilleure récupération, un peu plus longue. On va éviter les apnées trop longues. Et on va essayer d'être sur des plongées un peu plus simples, on va dire. C'est pas le moment que je choisirais pour se lancer dans des PB ou du no-fee ou des choses comme ça. Clairement pas le moment. Alors le PB, pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est personal best, c'est-à-dire pour faire un record de profondeur, un record personnel. Voilà. Et donc en fait à ce moment-là, on va surtout, l'important pour moi, ce serait de garder un rythme et une activité physique, mais qui sera de moins forte intensité. De garder du yoga, de garder de la natation, de garder de la marche et des choses qui vont pouvoir te permettre de relâcher, que je ne te dise pas de bêtises, de relâcher des endorphines qui vont agir comme un analgésique et un anxiolytique. Ah, l'endorphine est un... moins mal. Réduit la douleur. Et c'est un antidépresseur naturel. Exactement. Donc c'est un petit peu la meilleure chose à faire à ce moment-là. Donc ça, c'est la première phase où on perd du sang. On conseille de ne pas faire forcément des PB. On a une perte de fer. On a une moins bonne oxygénation à cause de ça. Il y a un risque de faire plus de perte de contrôle moteur. Et quelle est la deuxième étape de cycle? Deuxième phase, ce sera la phase folliculaire. Donc là, c'est le moment où tu vas avoir les oestrogènes qui remontent. Elles augmentent progressivement. Le but, c'est d'amener à maturité un ovule pour le relâcher au moment de l'ovulation. Et en fait, à ce moment-là, tu vas avoir une super forme. C'est vraiment ton moment. Tu as un pic d'œstrogène et de testostérone. La testostérone, elle remonte jusqu'à l'ovulation. Donc, tu vas avoir beaucoup d'énergie. Tu vas pouvoir gagner en muscle facilement. Tu récupères plus facilement, tu as une meilleure concentration, un meilleur focus. Donc à ce moment-là,
Évidemment, tu te lances sur de la profondeur, des nouveaux records, tu te lances en eau fine, tu fais des tables de CO2 parce que tu adores ça en plus, et tu fais de la max intensité à la gym, parce que c'est le moment où tu peux tout te permettre, ton corps va récupérer facilement. Meilleur sommeil. Ouais, meilleur sommeil, donc quoi qu'il arrive, ça tirera pas sur la corde. Ton corps te pardonnera tout. Donc ça serait plutôt sur la phase folliculaire, quand le corps cherche à produire une ovule, que là on pourrait aller chercher un PB. Exactement. Jour, on va dire 5 à 15, en fonction de la durée des règles. Ok. Et le pic de la testostérone, c'est à la fin de l'ovulation. C'est durant l'ovulation. Durant l'ovulation. Entre les jours 12 et 14 ou 13 et 15. Ok. Exactement. Et ensuite, évidemment, après ton ovulation, tu auras la phase lutéale, où là, tes œstrogènes vont diminuer tout doucement et la progestérone va arriver. Ça va être le moment où, évidemment, on va relâcher du cortisol, qui est techniquement l'hormone du stress. Le cortisol ne fait pas que ça. Il régule la fonction musculaire, il régule la tension artérielle et il augmente la vigilance. Donc en fait, le but, c'est on demande à notre corps de nous protéger un petit peu à ce moment-là, parce que le but, c'est d'avoir été fécondé en milieu de cycle, et ton corps se met en protection. Donc une hypervigilance, mais ça veut dire aussi un haut niveau de stress. Donc tu vas avoir un stress physique et émotionnel, des tensions, et malheureusement, ça va être le moment où tu vas avoir envie de manger des aliments un peu réconfortants. Et la plupart des aliments réconfortants sont bourrés de sucre, donc vont augmenter naturellement ta production de cortisol et tu vas être encore plus stressé. Ah ouais, donc tu conseilles pas de manger plus de chocolat C'est le problème. C'est que, évidemment, en fin de mois et en arrivant autour des règles, et surtout en étant syndrome prémenstruel, on a envie de choses réconfortantes et on a envie de sucre. Et en fait, c'est ce qui va enflammer encore plus ton corps et ce qui va produire encore plus de cortisol. D'accord. Donc, ça réconforte, mais ça n'aide pas. Donc la phase lutéale ne serait pas la phase top pour venir chercher un personal best, mais ça serait plutôt la deuxième étape du cycle avec la phase de... Ça va être la phase où il y a un peu plus de stress, où la progestérone est en hausse, donc ça veut dire que tu vas avoir un rythme cardiaque plus élevé. Donc évidemment, ça ne nous arrange pas du tout quand on est en plongée. Tu vas avoir une température corporelle qui augmente, donc évidemment le choc avec l'eau va être un peu plus élevé, donc tu vas avoir un peu plus rapidement froid. Intéressant. Et après, avec le cortisol, plus le cortisol augmente aussi, plus tu produis de gras, ce qui ne nous aide pas non plus. Et en gros, ton système sympathique va être activé. Donc tu vas évidemment moins bien dormir. Tu vas avoir un rythme respiratoire plus élevé, donc tu vas relâcher plus de CO2, donc tu vas avoir un petit peu plus de problèmes là-dessus. Et en gros, à ce moment-là, on ne veut pas évidemment tout arrêter, parce que sinon, à force, on ne s'entraîne qu'une semaine par mois. Mais on va essayer de s'axer sur la technique. Toutes les plongées peu profondes sur lesquelles tu peux évidemment faire énormément d'exercices qui vont te servir pour la suite. Éviter de trop te tirer sur la corde, parce que évidemment ton corps étant déjà en hypervigilance et en plein stress, si tu tires encore plus sur la corde, ton corps va se braquer et va clairement pas te le pardonner. Donc tu continues à aller à la gym, tu fais de la maintenance, tu fais des intensités modérées, mais tu continues à faire tout ce que tu faisais d'habitude évidemment, et tu essaies de faire en sorte de contrebalancer ce système sympathique qui est activé avec des activités qui vont allumer ton système parasympathique, celui du repos et digestion. Ok. Donc encore une fois, yoga, stretching, de la respiration. Il y a beaucoup d'exercices de respiration qui aident à ce moment-là à contrebalancer ce système sympathique pour le système nerveux. Ok. Donc le cycle divisé en 3 grandes étapes. La phase des menstruations, là où on perd du sang, on conseille aux gens de ne pas faire... Enfin, là où on est plus sensible au samba, là où on perd de la quantité de fer, on a moins d'hémoglobine. La phase folliculaire, la phase qu'on aime bien, avec l'oestrogène qui est à fond. C'est ça. Et après, la phase lutéale, là où on a toutes les hormones d'oestrogène qui diminuent.
et la progestérone qui vient nous titiller et nous stresser. Progestérone et cortisol. Et cortisol qui vient nous stresser, exactement. Donc après, en fait, l'idée, c'est que quoi qu'il arrive, le cycle, il est totalement personnel et individuel. Ton cycle et ton taux d'hormones, de toute façon, vont varier en fonction de la personne, en fonction de ton âge, en fonction du mois aussi. Tu auras des mois différents, tu auras des mois qui seront plus faciles à gérer que d'autres. L'idée, en fait, c'est d'essayer de traquer ton cycle et tous tes ressentis sur 3 mois, 6 mois, pour essayer de retrouver des patterns identiques qui reviennent en fonction de tes performances, de ton sommeil, de tes douleurs, de ta gestion de la récupération et juste de tes sensations au global. D'essayer de voir tous ces patterns répétitifs et d'essayer de pouvoir en déduire un training un peu global. Il y a quelques applis qui se font, dont une je crois qui s'appelle Clue. Après avoir si d'autres ont d'autres idées d'applications. Clue, ouais, je crois qu'on a que ça à mon avis, le problème des applications, c'est que tu donnes quand même beaucoup d'informations très très personnelles à des gens. Alors qu'en fait, il suffit juste d'un journal quelconque, juste pour noter ces choses-là, et pour essayer de ne pas aller contre ton cycle, parce qu'il y a ton corps est ton ami. Il faut essayer d'aller dans le sens de ton cycle, et si tu vas à contresens, évidemment, les performances vont s'en sentir et tu vas perdre beaucoup d'énergie. Évidemment, si on essaie de faire des PB en plein milieu de crampes et de fatigue, etc., c'est pas le meilleur moment. Ton PB ne sera pas agréable si tu arrives à en faire. Et ouais, le but, c'est de vraiment aller dans le sens de ton corps et de fonctionner tous ensemble main dans la main. Ce serait chouette. Donc voilà. Ok, donc traquer son cycle sur plusieurs mois, essayer de comprendre un peu ces fenêtres où on peut vraiment aller chercher une super performance. C'est ça. Après, j'ai discuté avec d'autres amis qui sont des femmes athlètes, qui sont plus âgées, qui disaient ouais, bon, les règles, on en parle maintenant, c'est à la mode. Moi, ça a jamais rien changé. J'ai l'impression que c'est plus l'ancienne génération où on disait aux femmes oui, bon, bah, t'es gentil avec tes règles, mais ça ne nous intéresse pas. Et aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus à l'écoute et on a beaucoup plus de connaissances. Qu'est-ce que tu en penses ? On s'y intéresse beaucoup plus parce que les femmes parlent beaucoup plus. Et je pense que les hommes commencent à prendre conscience que non, c'est pas juste ah ça va, tu saignes un peu et allez, va au boulot. Qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas se lever certains jours, il y a 1 milliard de symptômes, mais entre les gens qui ont de l'endométriose, celles qui ont des ovaires polykystiques, celles qui ont des... Il y a beaucoup de choses les kystes ovariens, c'est pas cool. Qui peuvent se rajouter à la période des règles et le syndrome prémenstruel. Et parfois, certaines femmes ont 1 semaine de syndrome prémenstruel et 1 semaine de règles. Donc, t'imagines juste que c'est des douleurs, des crampes, de la fatigue. Tu te sens ballonné, t'as le ventre qui gonfle, le visage qui gonfle. Ça peut être une tannée pendant la moitié de ton mois. Donc, on peut penser que pour ces femmes-là, ça reste très compliqué. Mais c'est vrai qu'on nous a toujours dit t'as tes règles, c'est normal que t'aies mal, allez, on continue. Sauf qu'en s'écoutant un petit peu, on se rend compte que non, c'est pas normal et qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour avoir moins mal, moins galérer pendant ces périodes-là, que ce soit pour la vie en général, l'entraînement, aller au boulot, etc. Imagine, je m'appelle pas Julien, mais Julie, je suis au championnat du monde demain, je veux faire une performance, mais j'ai mes règles. Quel conseil tu me donnerais ? Belle question. Alors, de toute façon, ils vont pas décaler la date pour toi. De toute façon, tu vas pas les rater parce que tu as tes règles. Mais dans ce cas-là, de vraiment axer de vraiment garder autour de ton entraînement tout ce qui est yoga, étirement, respiration. La respiration aide vraiment beaucoup à activer ce système parasympathique pour essayer
de décontracter ton corps et d'enlever un peu ces tensions, de pouvoir avoir ces... De quoi est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on s'était dit tout à l'heure Pour activer un système parasympathique, dans la respiration, il y a un exercice qui est très simple, c'est pratiquer les longues expirations. Les longues expirations viennent ralentir, activer... et ralentir ton rythme cardiaque. Activer le système parasympathique. Et donc garder ça pour les endorphines. Voilà. Ce qu'on aime beaucoup pour le côté analgésique et anxiolytique. Il faut impérativement garder ça. Donc tu me conseillerais de faire de la ventilation, des longues expirations, de jouer sur mon système parasympathique, de faire du yoga, du stretching. Et si j'étais en phase d'oestrogène, en plein milieu là, un conseil à me Pendant donner? ta phase folliculaire, juste profite bien. Ok. Profite de cette énergie, profite de ces belles nuits de sommeil. Mais de toute façon, tout ce qui est yoga, stretching, respiration, etc., quoi qu'il arrive, avant une compétition, ce sera toujours un très bon outil pour augmenter ta concentration, ton focus, essayer de te mettre dans une bulle et activer ton système nerveux parasympathique. Et si j'étais dans une phase lutéale, ce serait quoi le conseil? Même chose? Dormir plus. Pour certaines femmes, manger plus, mais ça c'est un gros sujet, la nutrition aussi pour les femmes. Mais dormir plus, forcer moins, manger plus. Et ne pas stresser par rapport à ce qui va venir. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose, Julie, dans ta conférence? Oui, on a... Si tu veux, là, je peux couper. Quand on... Ah non, vas-y, t'en prie. Quand on a fait la présentation, justement, à Dark Freediver, on a été très contente de voir qu'il y avait un peu plus de femmes, mais quand même une grande partie d'hommes qui étaient venus, parce que ça les intéressait, parce qu'on sent bien que... on s'y est très peu intéressé pendant très longtemps, et les garçons ont vraiment été très peu intéressés par ce sujet et ont très peu de connaissances là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont eu très peu de connaissances là-dessus, et tout était tellement tabou que tout était tu et les informations circulaient pas. Donc c'était bien de voir les hommes s'y intéresser. Et en fait, surtout, je suis allée demander à Aida France la part d'instructrices femmes, en tout cas pour Aida France. Et ils m'ont dit qu'on était entre 15 et 20% d'instructrices femmes. Ce qui veut dire que les 3/4 du temps, tu vas tomber sur un coach ou un instructeur homme. Donc, en tant que femme, ça ne me pose aucun souci. La seule chose, c'est que toi, en tant qu'homme, si tu as un élève ou un athlète à coacher qui est une femme, ce serait bien de réussir à amener ça sur le tapis à un moment ou un autre, de pouvoir le prendre en compte et de pouvoir toi aussi adapter le training que tu vas leur proposer par rapport à leur cycle. Et donc, on a lancé la question de comment est-ce que tu abordes ça avec ton élève, parce que ça reste quand même quelque chose d'un petit peu personnel. Et certaines femmes sont totalement à même de s'ouvrir très facilement là-dessus, d'autres un peu moins. Et surtout, en tant qu'homme, tu mets pas les pieds dans le plat comme ça en arrivant avec tes gros sabots. Bah alors, t'as tes règles. Exactement, voilà, cette fameuse phrase, qu'est-ce qui t'arrive, t'as tes règles. Non. Donc la dernière fois que j'ai eu une élève comme ça, que je sentais très très sensible, vraiment sur la corde, et elle avait beaucoup de mal avec ses plongées, et je voyais que qu'elle était très ennuyée et que ça avait beaucoup d'émotions qui montaient. Et elle était vraiment à la limite de pleurer à chaque fois. Et je me suis dit, il y a un souci quelque part, c'est pas que les plongées, il y a autre chose. Donc je lui ai juste demandé très gentiment, est-ce que je peux te poser une question un petit peu personnelle? Et là, elle m'a répondu oui, et donc je lui ai demandé, est-ce que tu sais où est-ce que tu en es dans ton cycle? Évidemment, c'était le premier jour de ses règles. Donc ça collait parfaitement avec ce que j'avais en tête, de cette hypersensibilité, parce que la douleur, la fatigue, il y a beaucoup d'informations dans ton corps au même moment, donc ça te rend assez sensible là-dessus. Donc en fait, ce serait bien que les hommes arrivent à aborder les choses avec leurs élèves en leur disant écoute, j'ai conscience que le cycle peut être quelque chose qu'il faut prendre en compte pour ton entraînement. Est-ce que tu as déjà pensé à y réfléchir et à te poser et à traquer tes informations? Oui, non. Et si tu veux, on peut en parler tous les deux et s'en servir pour ton entraînement.
D'ailleurs, j'ai une amie, ses règles sont terminées hier. Et on a une compétition, le DAB Open CMAS, qui commence le 9. Donc si je comprends bien, elle sera en pleine phase d'oestrogène pour le 9 et le 11, jusqu'au 15, c'est ça, vu que c'est 2 semaines. C'est ça. Donc c'est top. En moyenne. Ouais. Pour elle, ça va être super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ok. Après, il y a certaines femmes qui te diront que le stress d'une compétition approchant, si elles étaient censées avoir leurs règles à ce moment-là, parfois le corps un peu stressé peut te faire switcher une période de règles. Et tu peux ne pas les avoir sur un mois. À cause ça arrive en cas de coup dur, de stress ou un choc émotionnel particulier, ça peut sauter. À ce moment-là, t'es contente s'il y a une compétition à ce moment-là. Mais sinon, ouais, tu fais avec. Ok. Mais elle a de la chance. Et j'avais une question un peu bête. J'ai discuté avec une amie qui est instructrice en France et elle me disait que pendant ses règles, elle plonge et elle mettait des tampons plus gros parce qu'elle avait l'impression qu'il y avait de l'eau de mer aussi qui rentrait. Je sais pas, c'est une question. C'est quoi comment on fait quand on a ses règles et qu'on travaille Est-ce qu'on peut mettre une cup? Est-ce qu'on met des tampons? Est-ce qu'on met rien? Il y a différentes choses. Et alors, cup et autres, ça fonctionne. Le seul problème, c'est voilà, on ne peut pas mettre de serviettes parce qu'évidemment, quoi qu'il arrive, on aura de l'eau dans la combi. Et là, ça va être imbibé plus d'eau de mer que de sang. Mais par contre, maintenant, ils font des maillots de bain menstruels. Ah ouais. Parce que depuis quelques années maintenant, il y a des culottes menstruelles, ce qui est très, très pratique, très confortable, il suffit de les laver après. Et maintenant, ils font des maillots de bain menstruels, de la même façon. Ce qui est très pratique. Un maillot de bain menstruel. Exactement. Mais c'est quoi ça? Enfin, question stupide, c'est un peu comme une espèce d'éponge qui est intégrée, quoi. ça va être un peu ça. Ça va être comme une culotte menstruelle, en fait. Le fond est doublé et tu as une matière absorbante. Sauf que là, vu que c'est un maillot de bain, ce sera dans une matière particulière qui fait que tout va être retenu et que tout va pas s'écouler quand tu vas enlever ta combi. Ok. Donc on peut mettre des cups, des tampons, les fameux maillots de bain. Maillot de bain menstruel. Maillots de bain menstruels. T'en connais des marques? Eh ben écoute, je crois que maintenant, il y a beaucoup de marques de lingerie qui font des culottes menstruelles et qui se mettent aussi à faire des maillots de bain menstruels, genre Etam et autres. Etam. Et là, je regarde sur internet et je vois aussi que Decathlon font des maillots de bain menstruels. On a aussi socup.fr ou encore Rejane. Donc, ouais, il y a plusieurs marques quand même. Ça s'est beaucoup démocratisé, comme la culotte menstruelle. Maintenant, t'en trouves même en grande surface. Monoprix en fait et autres. Donc, non, ça se démocratise. On a de plus en plus de choses à notre disposition. Et j'avais une autre question pour toi, Julie. Je coach aussi des femmes qui sont âgées et qui sont donc qui ont la ménopause, qui n'ont plus de règles. Est-ce qu'il y a un cycle aussi hormonal pendant la ménopause où il y a moins d'oestrogène? C'est pareil, est-ce que tu connais un peu cette étape-là? Pas du tout. Pas du tout. Alors, on y a pensé parce que quand on a fait cette étude-là, ensuite on a eu beaucoup de questions qui revenaient justement sur préménopause et ménopause, comment est-ce que ça fonctionnera. On n'est pas allé aussi loin parce qu'il y avait déjà beaucoup d'informations à traiter sur cette étude-là, sur des femmes réglées et avoir quelque chose d'un peu régulier. Mais c'est un point qui serait très intéressant à voir parce que par exemple, tu as Natalia Molchanov qui avait dit qu'en fait, elle avait fait ses meilleurs statiques après avoir été ménopausée. Ah ouais, intéressant. Et qu'apparemment, ce serait la meilleure phase pour le statique pour les femmes. Donc ça me donne presque hâte. Et vive la ménopause alors. Vive la ménopause. Mais après, ouais, il faudrait de toute façon pousser l'étude sur comment ça fonctionne pour la ménopause. Tu peux pousser l'étude sur les femmes enceintes qui plongent. Tu peux pousser l'étude sur la nutrition pour les femmes. Pendant l'entraînement. La nutrition et le jeûne, c'est très important. Super. Et Julie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet épisode consacré aux menstruations et à la performance en apnée? Écoute, j'espère que ça va éveiller un petit peu les consciences, chez les femmes comme chez les hommes, et que ça va éveiller la conscience un peu des scientifiques aussi, pour qu'il y ait un petit peu plus d'études autour du sport qui se fassent au sujet des femmes, pas que des hommes. Eh oui. On terminera cet épisode avec un partage de témoignages d'instructrices ou d'athlètes qui vont nous partager leur expérience vis-à-vis des règles et leur performance en apnée.
Merci à toi Julie, Merci Julien. et puis à bientôt sur les bouées à Lighthouse ou au Blue Hole. Salut à tous et surtout à toutes. Moi, c'est Lily Crespi. Je suis alors athlète, instructrice, coach depuis environ 12-13 ans à plein temps. Mon expérience personnelle de l'influence du cycle menstruel sur les performances. Alors personnellement, à l'époque où je faisais des compétitions et où j'enseignais beaucoup dans l'eau, 2 fois par jour, etc. En fait, c'était pas un sujet. On n'en parlait pas. Voilà, c'était juste pas un sujet, donc je me suis jamais vraiment posé la question. En fait, les femmes autour de moi et moi y compris, on était dans l'eau et puis on faisait des compètes, peu importe quel moment de notre cycle c'était, avant les règles, pendant les règles, en fait, on plongeait quand même, quoi. Donc oui, bien sûr, c'est une réalité que quand on a ces règles en tant que femme, on est plus fatigué, on a moins d'énergie, donc les plongées sont plus dures. Mais c'était juste un truc de se dire j'ai ma compète, merde, ça tombe pendant mon cycle, ça tombe pendant mes règles, et ok, je sais que ma plongée elle serait un peu plus dure physiquement ou que je serais un peu plus fatiguée ce jour-là. Mais voilà, ça m'a jamais personnellement, en tout cas, ça m'a jamais empêché de plonger ou de faire mes perfs ou même d'enseigner 2 fois par jour dans l'eau avec mes élèves. Donc j'ai cette expérience-là où à mon époque en tout cas c'était pas un sujet, quoi. Après maintenant je vois que c'est de plus en plus étudié et on en parle beaucoup plus et je trouve ça top parce que c'est un vrai sujet, je pense, pour les femmes apnéistes. Et de ce que je peux voir, maintenant je fais moins de compétitions, voire plus, mais par contre je coach beaucoup et de ce que je peux voir dans mes clientes qui font de la profondeur, qui font des compétitions, etc. C'est vrai que c'est un vrai truc. Beaucoup d'entre elles, dans les quelques jours avant leurs règles et pendant leurs règles, elles sentent vraiment une grosse différence sur leur performance. Elles n'ont pas d'énergie, elles sont même parfois plus facilement hypoxiques. J'ai une cliente qui avait des samba inexpliqués et on s'est rendu compte que ça pouvait être en lien avec ça. Donc ouais, c'est un vrai sujet et je suis contente que maintenant on commence à en parler parce que voilà, à l'époque où moi je faisais des compètes, on n'en parlait pas et donc les nanas on était obligés de faire avec et de performer quand même et puis de pas se poser la question. Voilà mon expérience à moi. Bonne plongée à toutes, bye. Alors, tu m'as demandé comment avoir ces règles joue un rôle en apnée, quelle est mon expérience en effet. Alors, je pense que chacune est différente sur ce point de vue et qu'on doit chacune écouter son corps. Pour moi, personnellement, la période des règles elle-même, c'est pas forcément la plus difficile pour plonger. C'est plutôt les quelques jours avant, connu sous le nom de SPM, syndrome prémenstruel. Là, la plongée, ça peut être vraiment compliqué. Notamment plonger pour soi et pas être instructeur dans l'eau. Pourquoi ? Vraiment, le SPM, c'est le moment où mon corps, je pense, est complètement en ébullition d'hormones et a besoin de relâcher. En fait, c'est le moment où mon cerveau, c'est comme si mon cerveau, c'était une présentation PowerPoint et qui passe 300 slides par minute, en fait. Ça tourne super vite et c'est extrêmement difficile de contrôler mes propres pensées. Parce qu'en apnée, on essaye toujours d'être le plus calme possible, le plus apaisé, d'atteindre cette espèce d'équilibre parfait entre la maîtrise de soi et le laisser-aller. Mais pendant les 2-3 jours avant les règles, c'est la cata. C'est un exercice qui s'avère être de la torture finalement. Par contre, une fois que les règles sont là, une plongée, ça peut être assez sympa. Évidemment, c'est si je suis pas pliée en deux dû aux crampes, parce qu'on est toutes sujettes à des crampes à ce moment-là. Mais si les crampes m'y autorisent, durant ma semaine de règles elle-même, j'aime aller plonger parce que c'est étonnamment souvent une bonne session. Je pense que ces bonnes sensations durant la semaine de règles, c'est dû au fait que, vu que je sais que mon corps est pas à un pic d'énergie et pas au top à ce moment-là, je me mets pas la pression. Je me mets pas la pression et pas se mettre la pression en apnée, c'est un peu la clé magique. Si on a la bonne technique et la bonne base derrière, pas se mettre la pression en apnée, ça fait que souvent c'est les meilleures sensations dans les meilleures plongées. C'est parce qu'on se dit je vais faire ce que je peux et en fait ce que tu peux ça peut être vachement bien. Ça peut être vachement bien dans ce moment-là. Donc j'adore
faire 1 ou 2 sessions de plongée pour moi, la semaine de mes règles finalement, parce que je sais que je me mettrai pas la pression, parce que je sais que mon corps est pas au top et ça c'est magique. Salut la Freediving Family, salut Julien. Alors je me présente à nouveau, je suis Marion Nouliane, je suis déjà intervenue avec grand plaisir pour la Freediving Family et je suis chercheur en neurosciences et par ailleurs compétitrice. Je te remercie de m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet qui concerne les cycles menstruels en relation avec les performances, notamment dans le sport haut niveau pour la femme. Et je vais encore utiliser ma double casquette de sportive haut niveau et de scientifique. Je voudrais en fait ici souligner comment ce sujet a été assez peu considéré dans le milieu sportif. Puisque on remarque par exemple qu'en France, il faut attendre que les JO soient organisés à Paris en 2024 pour que l'INSEP s'intéresse justement à cette question et mené une étude qui avait débuté en 2021, une enquête qui a questionné 73 femmes de sportives haut niveau qui devaient répondre à la question: vivez-vous la menstruation comme une difficulté dans le cadre de votre pratique? Cette enquête a révélé que 84% des femmes déclarent vivre cette période comme une difficulté. C'est dire que le résultat n'est pas non significatif. Et elle a permis d'éditer un fascicule qui est d'ailleurs disponible sur le site de l'INSEP pour que dorénavant les entraîneurs, les encadrants prennent davantage en considération l'impact des cycles menstruels sur les performances sportives, parce qu'évidemment chaque femme a son rythme, il peut y avoir des variabilités au cours de la vie, des variabilités aussi au cours des mois, selon d'autres facteurs qui peuvent influencer les émotions, la fatigue, voilà. Donc pendant longtemps, on négligeait, peut-être le déni en fait. C'est une bonne nouvelle que ce soit enfin pris en considération. Donc merci à la Freediving Family de prendre en considération cette thématique. Et merci à toi, Julien. Et bonjour la Freediving Family. Moi, je m'appelle Marine. Je suis monitrice d'apnée, de plongée bouteille et praticienne de massage aquatique. Par rapport au thème du jour, ce que j'ai remarqué, c'est que mes sensations en plongée varient selon les périodes de mon cycle, notamment pendant les 3 ou 4 premiers jours de mes règles. L'envie de respirer arrive beaucoup plus vite que d'habitude, avec une sensation plus désagréable, plus pressante. Ce qui est fou, c'est que je pratique l'apnée depuis plus de 10 ans. Et finalement, j'ai mis le doigt là-dessus seulement il y a 2 ans. Avant ça, je pensais que ces sensations dites bizarres, intenses, étaient dues à autre chose. Dues à des mauvaises journées, au fait que mon mental n'était pas là ou que ma nutrition n'était pas au top. Et non, c'était juste que mon corps était dans une période un peu intense pour lui. Vu que je travaille comme monitrice, et bien que j'ai mes règles ou non, je vais dans l'eau. Je plonge, je suis mes élèves. Bon, c'est sûr que les peu de fois où je m'entraîne pour moi, je vais éviter d'essayer de descendre pour moi les jours de mes règles. Mais du coup, j'ai jamais pris le temps et ou vraiment pu adapter ces sensations à tester des relaxations plus longues. Je fais avec, en acceptant ces sensations, en essayant de pas me focaliser dessus. Pour ce qui est de la protection que j'utilise pendant ces périodes-là, c'est une cup extrêmement souple et je n'ai jamais eu de problème d'inconfort, de squeeze comme parfois on a pu me dire certaines femmes qui ont des sensations très désagréables. Aujourd'hui, je trouve ça très important d'en parler parce que comprendre cette variation, ça m'a permis de mieux accueillir ces moments, de moins me juger et finalement simplement d'écouter ce que mon corps me dit. Salut, alors moi c'est Marine, je suis instructrice AIDA basée à Dahab.
et je suis en pleine création d'une application pour apnéistes qui sortira prochainement. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'impact des menstruations sur mon entraînement. Quand j'ai commencé l'apnée, j'étais sous contraceptif hormonal. Du coup, c'était plus simple, toujours linéaire, pas vraiment de changement. Je pouvais faire ce que je voulais tout au long du mois. Il n'y avait pas de réel impact sur mon entraînement. Mais quand j'ai arrêté la contraception hormonale, c'était plus pareil. J'ai vu qu'à certains moments, j'avais davantage d'énergie ou au contraire, j'étais plus fatiguée. Donc j'ai commencé à noter un petit peu toutes ces différences pour qu'elles jouent en ma faveur lors de mes entraînements. Pour mon cas, j'ai réussi à trouver, je pense, une espèce de routine planning qui me convient. Et du coup, je vais vous expliquer rapidement. Alors, quelques jours avant et pendant les menstruations, je me focalise sur ma technique, je fais des plongées moins profondes et je suis encore plus à l'écoute sur mes sensations. Parfois, je me pousse pour voir si je suis capable même pendant cette phase, car quand j'arrive à mon objectif pendant cette période, je me dis toujours que je peux mieux faire après. Mais là, on part plus sur le côté mental de la chose. Quand cette phase est terminée, c'est là où je suis la plus performante, c'est là où où j'ai le plus d'énergie. Du coup, je me focalise sur la profondeur et sur toutes les choses qui me demandent plus d'énergie. Et la dernière phase, l'énergie commence à diminuer. Je continue quand même sur la profondeur, mais avec un peu moins d'intensité. Voilà un peu le planning pour moi, mais c'est comme tout, ça peut quand même varier d'un mois à un autre. C'est pour ça que j'écoute énormément mes sensations et mes envies dans l'eau. Mais je fais partie de la team où il faut un peu se bousculer pour pouvoir avancer et voir les progrès. Car si on s'écoute à toujours faire que des choses faciles et rester dans notre zone de confort, je trouve que d'après moi, on voit pas les progrès. Mais tout est dans l'adaptation et ne jamais oublier de profiter et de passer un bon moment dans l'eau. Bonjour, c'est Clémentine Marie. Alors, l'influence des règles sur mon apnée, oui, forcément, elle est là. Bon, pour la petite histoire, ma seule syncope en profondeur était un premier jour de règles. Donc, voilà, je pense que l'impact, il est multiple. Il est au niveau physiologique, voilà, on a moins de fer. Au niveau du relâchement aussi, c'est pas évident d'être relâché, de se détendre, qui est un paramètre important sur les apnées quand on a des contractions utérines. Et puis aussi au niveau de la confiance en soi, c'est assez connu, les variations d'hormones vont jouer sur le mental. Et puis c'est des périodes où on se sent pas forcément bien, on se sent ballonné et c'est des choses qui nous impactent. Donc moi je le sais très bien que pour ces différents paramètres, c'est des choses qui jouent. Avec l'expérience, je prends ça avec plus de recul et l'impact, il est de moins en moins fort. Moi, j'ai même des potes qui racontent que elles font des très bonnes perfs leur premier jour de règles. Donc, il faut pas partir du principe, je pense, qu'on est toutes uniques. Et il faut pas partir du principe que, tiens, j'ai mes règles, je peux pas faire d'apnée. C'est pas du tout ça. Pour moi, c'est plus apprendre à se connaître et se dire, ok, comment est-ce que ça agit chez moi? Je sais que ça a une influence soit positive soit négative et si c'est négatif, faire attention, peut-être pas faire un gros max ce jour-là, pas un nouveau PB ou alors le faire avec beaucoup d'écoute de soi et de son corps. Voilà, mais pas. Je pense que l'erreur à faire aussi, c'est de te dire c'est le premier jour de règle, je peux pas faire. Non, c'est un paramètre au même titre que la fatigue, au même titre que la nutrition, au même titre que l'hydratation. C'est un paramètre qui va jouer dans notre état dans l'eau au même titre que les autres. Voilà. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est au-delà des règles, en fait, c'est regarder tout le cycle, mais pas que les règles. C'est des sujets qui sortent de plus en plus dans le sport, et moi, je trouve ça assez génial. C'est de se dire comment optimiser son entraînement en fonction de son cycle, parce que on parle souvent des règles et des aspects négatifs. Mais il y a aussi les hormones qui nous aident et il y a des périodes du cycle où, au contraire, notamment au moment de l'ovulation, où on va être au taquet, où ça va être des bons moments pour construire du muscle et toutes ces choses-là. Donc c'est des sujets qui avancent de plus en plus, que moi j'ai pas mal étudié et qui sont, je pense, de plus en plus intéressants, avec toujours la même idée, c'est que chacune est unique. Et je pense qu'il y a une première phase d'observation de soi avant
avant de se dire pour sûr comment ça fonctionne. Voilà. Et puis il y a un autre sujet qui est moi le nouveau que j'ai un peu envie de regarder, où j'ai commencé juste à regarder, mais qui me concerne de plus en plus vu mon âge, c'est toutes les questions de préménopause et de ménopause et l'influence aussi de tout ça sur les performances. Et je pense que comme l'apnée, on a de la chance d'avoir un sport qu'on peut faire longtemps, jusqu'à un certain âge. C'est aussi un des sujets à aller creuser. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode, que vous avez appris beaucoup de choses sur le cycle féminin, sur comment mieux encadrer une élève, sur comment s'entraîner de manière plus intelligente par rapport à son cycle, avec la phase d'oestrogène, de progestérone. Je voulais remercier l'ensemble des femmes qui ont participé à cet épisode. Mon élève Anna Vassal, Clara Katz, instructrice à Dahab, Clémentine Marie, compétitrice et membre actif de AIDA France, Lily Crespi, compétitrice, coach. Je voulais remercier aussi mon amie Marine Baudet, instructrice d'apnée sur Nice, Marine Tual, instructrice d'apnée sur Dahab, et puis Marion Nouliane, qui est une compétitrice, et nous avons fait un épisode aussi ensemble sur l'hippocampe et sur la neuroscience, un super épisode que vous pouvez retrouver dans les anciens épisodes de la Free Diving Family. Bref, on va conclure. N'oubliez pas de vous abonner à la Free Diving Family sur Spotify, Apple Podcasts. Vous pouvez aussi devenir tipeur et m'aider à partir de 1, 2, 3 euros par mois pour continuer à rendre cet épisode pérenne. Nous sommes de plus en plus nombreux, bientôt 6000 sur la page Instagram, donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous les épisodes, la page Instagram, et puis je voulais tout simplement vous dire merci pour tous vos retours, je vous aime fort, et nous nous retrouvons dimanche prochain avec une nouvelle invitée qui sera Julie Gauthier. Allez, ciao, bon dimanche à vous.